arrivé dans Pusignan avec le char à banc, et le cheval, bien entendu. Une mémé qui s'approche, au milieu de la route, qui nous dit « Oh, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la mobilisation. » Voilà. Voilà, ça comme ça. On n'avait pas de radio, autrefois, on n'avait pas de... Voilà. C'était à Janeria, en septembre 1939, à la fin d'un été pluvieux et frais. Claudette n'avait pas encore 10 ans. Le village était très rural, sillonné de chemins de terre et jalonné de fermes. Il ne comptait pas 500 habitants. Dès le début du mois, les hommes jeunes étaient mobilisés. Aux plus âgés, il était confié la tâche d'héberger dans les fermes et les granges les officiers ou les soldats en transit. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried pour laver le linge, voici le... La nation se pensait protégée par la ligne Maginot. Le village s'ouvrait au combat, sans enthousiasme ni élan guerrier. On était, paraît-il, mobilisés à Valence. Alors on prend nos vélos, puis nous voilà partis pour Valence. Pensez-vous, quand on est arrivé du côté de en face de Saint-Étienne, on nous a envoyé sur la Haute-Loire. Eh ben, j'ai le souvenir de mon papa qui est décédé, qu'il avait reçu un régiment français. Il les avait logés. Il leur avait donné de la paille, la clé de la cave, tout un tas de choses. Et avant d'aller se coucher, c'est par la minuit, il leur a dit que mes enfants soient reçus comme vous aujourd'hui. Parce qu'il y en avait 2 qui étaient au front, qui étaient partis direct au front. Il avait eu de la peine. Et il a pu reparler. Le lendemain midi, il est décédé. Les soldats sont restés mobilisés 3 saisons. Les pères et les frères sont revenus au village, sans victoire, ni fait d'armes à raconter aux enfants. Ils n'ont eu aux lèvres que la silencieuse amertume d'une impuissance. L'Allemagne d'Hitler, incontestablement plus forte, a imposé l'armistice en juin 1940. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Les bottes allemandes claquèrent dans les rues de Janeria comme partout en France. Et à l'école, tous les jours, on chantait en chœur la gloire de Pétain. C'était obligatoire, il montait le drapeau et on chantait « Maréchal, nous voilà ». On nous a chanté. Hein. 1700 combien, tu dis 90. 1790. C'est le premier, ça. Et ça, 1922 à 1952. Ça nous irait bien. Hein, un grenier étroit et sombre, quelques registres de compte-rendu de conseils municipaux, une boîte en carton contenant des papiers jaunis, une mémoire qui déjà s'échappe et se délite. L'histoire connaît les batailles qui ont permis la libération de grandes villes et de lieux emblématiques, Toulon, Marseille pour le sud, Caen ou Paris pour le nord. L'atrocité commise durant l'occupation. Une femme a été plusieurs fois attaquée à la main armée par des bandes autorisées par la milice et la Gestapo. Tous les habitants, c'est où ça vient d'ailleurs? Ah ouais. Tous les habitants montent la garde chaque nuit à tour de rôle dans la dite ferme. Ah, là voilà. C'est la ferme à Jacquin, ça. D'accord. Le chef d'une famille juive fut molesté et menacé de mort par 2 miliciens, mais les menaces ne furent pas exécutées. Janeria, à sa mesure, a aussi souffert des années troubles de l'occupation et vibré au vent nouveau de la libération. Les archives municipales livrent un témoignage administratif et rigoureux, mais partiel. La vie quotidienne, avec ses peurs et ses angoisses, ses joies et ses peines, n'apparaît qu'entre les lignes. Ma grand-mère, là. La grand-mère, là. 2, 3, 4. Ça, c'est mon grand-père. Ça, c'est la Catherine Mire.
Alors mon petit bébé, comment tu vas ma belle? Un jour de la fin de l'été 2015. 71 ans nous séparent de celui de la Libération. Pour laisser remonter les souvenirs, Gaby a bien voulu traire, comme autrefois. Oui, bah. À Généria, les plus grosses fermes comptaient 20 vaches, 4 chevaux pour les labours et autres travaux agricoles, des poules, des lapins, et en saison des légumes au jardin. Mais très vite, avec l'occupation, vint le temps des restrictions. Les achats ne pouvaient se faire qu'avec des tickets d'alimentation. Ceux qui travaillaient à l'usine se débrouillaient pour trouver un lopin de terre à cultiver. L'occupation, c'est aussi la rigueur implacable des réquisitions. L'armée allemande réclamait les chevaux les plus robustes et s'arrogeait la meilleure part des récoltes. Oh, ben, ils nous disaient qu'il faut porter tant de douzaines d'œufs. Alors nous, bien souvent, on n'en mangeait pas parce qu'il n'y en avait pas assez. Mais même on les portait, il n'y en avait pas assez. On ne peut pas secouer les poules. Le sucre, le chocolat ou l'huile manquaient cruellement. Difficile de s'en procurer même avec des tickets. Les topinambours et les rutabagas remplaçaient bien souvent les pommes de terre réservées pour l'occupant. Plusieurs étés, trop chauds et trop secs, avaient malmené les récoltes. Pour ceux qui vivaient en ville ou sans jardin, la faim était tenace. Ma mère, de temps en temps, elle pouvait avoir 1 kilo ou 2 de blé. Avec ma sœur, quand on arrivait de l'école, on moulinait le blé dans le moulin à café, on le pétrissait avec de l'eau et du sel, parce que le gras, c'était... Et on mettait... Il faut avoir faim, hein. Ça, on a su ce que c'était. Ça, c'est... Et puis, ma mère, qui était elle était devenue... Les gens émigrés, c'était affreux, hein, c'était... Et à l'école, je me rappelle aussi, à l'école, on nous donnait, enfin sur la fin surtout, on avait une soupe l'après-midi, une soupe de pois chiches. Et bien comme c'était bon. Plus aucun train ne passe aujourd'hui sur la voie désaffectée du chemin de fer de l'Est, mais il faut l'imaginer débordante d'activité en 41, 42 ou 43. Un lien vital entre Lyon et les campagnes du nord de l'Isère. Moi, j'ai vu remonter le train de l'Est, là, qui remontait avec plein de voyageurs. Parce que les gens, le matin, le dimanche matin surtout, prenaient le train pour aller jusqu'à Saint-Genis. Et à Saint-Genis, ils tombaient dans la campagne, où ils pouvaient acheter pas mal de produits. Et le soir, ils remontaient, et le train était tellement chargé que j'ai connu, moi, le train en bas de la léchère, il décrochait un nombre de wagons, il montait les wagons de voyageurs à Généria, et il redescendait chercher le restant pour y raccoupler là. Et puis vous savez pas ce qu'il y avait encore? C'est que les 3/4 du temps, quand ils arrivaient à Lyon, eh bien, il y avait les Allemands qui les attendaient et qui leur prenaient une partie de ce qu'ils avaient récupéré en campagne. Il y en a qui venaient à vélo, mais ils n'avaient pas de pneus, hein. Ils mettaient une corde. Puis ils venaient chercher des fois un œuf, 2000 litres de lait, une rave. On n'avait rien, qu'est-ce que tu veux? Mais ils étaient bien contents d'emporter une rave. Oh, écoute, je me rappelle toujours le père Monroe. Le père Monroe, lui, il venait, il était à Généria chez sa tante. Oui. Et donc, il venait tous les samedis. C'était alors il disait à ma mère, vous me garderez des œufs, Marie-Louise. Alors, Madame Aimée lui disait, je m'en pauvre Albert, je ne pourrais pas vous en garder. Il faut que j'en donne à celui-là, que j'en donne à l'autre. Un jour, j'en avais gardé un. Et il avait un sac en jute de chez Belle, tu sais, comme un sac de charbon. Et ma mère lui donne un œuf. Et puis, on était en train de souper. Alors, il était là, il s'asseyait, il buvait un petit coup de vin de l'UPP qui était raide comme... enfin, il buvait un petit coup, quoi.
Et puis il le regardait manger la soupe, et puis il s'amusait avec son sac. Et qu'est-ce qui fait pas tomber le sac? Ça casse l'œuf. Un seul œuf, il l'a cassé, le chien c'est bon, a bondi, il l'a mangé. Voilà, il n'a pas eu d'œuf. Et oui, c'était comme ça. Le pain, c'était dur. Vous en manquiez? Oh oui. Mais enfin, il y a le moulin à café, on le desserrait le moulin à café, puis avec le blé, avant, on regardait s'il n'y avait pas des cailloux, et puis on passait le blé dans le moulin à café, et puis on faisait de la soupe. La soupe de blé. On mangeait ce qu'on pouvait. Et puis, Joanny Grandjean, donc son père, il avait un moulin, il nous a bien servi, tu sais. On disait, tu veux nous moudre pour les bêtes? Ouais, on avait un tamis, puis on tamisait la farine, et puis le gros, ben, il était pour les bêtes, mais ce qui était vraiment fin, ben, on faisait des mots de faim. La farine, elle n'était pas perdue. Hein. Bon, mon père, au village, à l'atelier, on avait une scie à ruban. Et cette scie à ruban, il y avait deux ateliers. Le hangar derrière, on mettait le bois, et puis il y avait l'atelier proprement dit. Et dans l'atelier, il y avait la scie à ruban. Mais le moteur de la scie, il était relié par une courroie à un moteur qui était dans le hangar derrière. Et les soldats allemands étaient là. Ils sont venus voir s'ils ne pouvaient pas transformer des caisses de munitions en placards, je ne sais pas quoi, pour s'installer un peu mieux, quoi. Ils étaient deux Allemands, d'usine de chez eux. Bien sympa d'ailleurs, mon père leur a demandé de mettre leurs fusils de côté et de les décharger parce qu'il a dit il y a des enfants, c'est dangereux, donc ils les ont mis, ils ont rangé, puis ils ont fait leur caisse. Ils ont scié du bois à la scie à ruban. Pendant qu'ils sciaient le bois à la scie à ruban, ça faisait de la farine derrière, ils n'ont jamais rien vu. Les Allemands sont venus une première fois en conquérant, peu de temps après l'armistice de juin 1940. Puis ils sont repartis. Janeria était en zone libre, l'Isère, administrée par la France de Vichy. Des familles juives fuyaient les persécutions en zone occupée et s'installaient à Janeria. Les habitants du village le savaient, mais restaient discrets. Je crois que ça devait être en 40 qu'ils sont arrivés. Sur Janeria, je crois qu'il devait y avoir 2 ou 3 familles, dont une d'ailleurs que nous avions chez nous, là, en tant que locataire. Mais bien au départ, on ne savait même pas que c'était des Juifs, parce qu'ils avaient pris un nom français, vous voyez. À côté de la terme, c'était 2 jeunes qui avaient, ils n'étaient pas bêtes, hein, et ils nous avaient fait une radio. Ouais. Et ils nous disaient la journée, cachez-la bien. Hein. Et on écoutait la radio le soir, quoi. Oui, ils étaient gentils. À la guerre aussi, ils étaient... Ils n'ont pas été dénoncés, vous voyez. Les gens, bon, il y en a certains qui le savaient, d'autres ne le savaient pas sur le village, mais enfin, personne n'a rien dit. Hein. Voilà. Il y en avait même une famille là, qui était à côté de l'économique. Ils allaient à la messe tous les dimanches. Ouais. Zone libre mais pas sans danger. Le silence des voisins était salvateur. En 1941, le memento des questions juives est distribué à tous les maires. Vichy leur demandait de recenser les juifs habitant dans leur commune. Dès 1942, des rafles conduisaient des hommes et des femmes de l'Isère vers la déportation. L'entourage de Pétain, disons le milieu idéologique dans lequel il baigne, ceux qui lui sont proches, sont des gens qui sont fondamentalement antisémites. Hein. Bon, il y a un vieil antisémitisme qui est d'ailleurs assez étonnant parce qu'on reproche aux Juifs à la fois d'être des bolcheviks, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement pour un certain nombre liés au Parti communiste, etc., ou bien d'être Rothschild et de piller la France, etc., etc. Hein. Donc, les premières mesures antisémites, elles datent d'octobre 40. Elles ne sont pas le fait des Allemands, elles sont le fait du gouvernement de Vichy. Et on chasse de leur emploi tous les fonctionnaires juifs. En novembre 1942,
En réaction au débarquement en Afrique du Nord, les Allemands franchissaient la ligne de démarcation. C'était la fin de la zone libre. Grenoble et la majeure partie de l'Isère étaient occupés par l'armée italienne. Le nord du département restait sous administration allemande. Ceux qui aujourd'hui encore portent le souvenir de ces années de guerre ne sont plus très nombreux. Ils étaient alors enfants, gones d'ici, adolescents ou à peine jeunes gens. Ils livrent une mémoire fidèle à l'histoire, mais d'une tonalité tout à fait particulière. Une guerre à hauteur d'enfant, une vie qui s'ouvre entre insouciance et violence. Et ça, le soir, il fallait rentrer directement à 8h. Sonnant, il fallait être à la maison. Et pas allumer les lampes, rien du tout. Ils étaient sévères là-dessus. Ma mère, quand elle a vu rentrer l'Allemand, elle est vite montée en haut, parce qu'elle avait le fusil qui était dans la chambre, entre les deux matelas. Alors mon père lui avait dit, si ça vient quelqu'un, tu monteras vite. Alors elle est vite montée, elle l'a montée au premier étage, au grenier, dans le blé. Mais enfin, ils n'ont rien demandé. Mais il lui a dit, l'Allemand, où elle va? Alors mon père lui dit, elle va, la petite, elle va aller se coucher, alors elle va aller faire le lit. Elle était redescendue tout de suite. Lui, le pauvre, l'Allemand, est-ce qu'il avait une gosse de son âge, j'en sais rien. Il a pris des bonbons allemands, tu sais, des bonbons à la menthe. Tu sais, les machins ronds, comme ça, dans un papier. Il m'en a donné 2. Et ma mère m'a tellement dit de ne pas y goûter. Je les ai serrés dans ma main, ça a fondu dans ma main. J'ai pas goûté. Hein. Ça n'ai jamais remangé pour moi. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne. Et bien sûr, nous, on s'est fait avoir. On portait que on avait 2 vaches, on portait le lait chez le laitier, quoi, qui habite Guyon, quoi, je sais pas. Et bon, on était à l'époque bien au bonheur, sûrement, on était peut-être en retard un petit peu, bref. En revenant, 8h sonnait, on était en face de chez Bionnet autrefois, enfin, oui. Oh là là, on m'a dit on va être en retard, on va encore rencontrer la patrouille. Ben, ça n'a pas loupé. Quand on est arrivé là-haut de la route, là, en face du chemin de Villette, de Saunieux. On a vu les 2 Allemands, ils sont venus vers nous, ils ont traversé la route, ils venaient de Contre-en-Voie, ils sont venus traverser la route et ils nous ont... Allez, chacun la mitrailleuse sous le cou. Ah là là, moi qui avais... Je pleurais, hein. Je vous le dis pas, j'ai pas honte de le dire, mais je pleurais. Je dis, ils vont nous tuer, maman va nous tuer. Mon père, en partant au vélo le matin, comme ils avaient passé toute la nuit, tout ça, le matin, il partait au boulot de bonne heure. Il avait vu un vélo allemand qui était posé sur le bord d'un fossé. Personne autour, il avait ramené le vélo à la maison et planqué dans la grange ou l'écurie, je sais pas où. Et dans l'après-midi, dans la journée, même début, je sais pas quand, les Allemands sont venus à la maison avec un gradé. Et ils disent à ma mère, dans son jargon, vous avez un vélo, vous avez volé un vélo. Et ma mère, elle dit, vous voulez pas le dire? Elle disait que non. Elle dégainait le pistolet, et là, ma mère, oui, alors il a fallu faire voir où était le vélo. Hein. C'est mon père qui l'avait piqué. Et alors,
à vélo sur le bord de la route. Mais il devait certainement... Qui est-ce qui a pu lui dire qui a pu dire aux Allemands que c'était lui qui l'avait pris, hein, qui l'avait pris. Une poignée d'images témoignant de la présence de l'armée allemande à Janeria ont traversé le siècle. Une aquarelle peinte par un vieux monsieur, Louis Simonet, les montre en joyeuse posture à la foire de Janeria en 1943. Un officier pose au milieu des vignes. Un soldat couvre Monique d'un geste tendre et amical. Il s'appelait Hans. Il était très gentil, il avait 2 enfants et tout. Et lui, la guerre, alors, il était vraiment contre et il avait jeté son casque dans le jardin. Et à l'époque, il y avait également des SS qui étaient là, à côté de chez nous, qui était la maison Vétard. Et on ne l'a plus revu, alors on ne sait pas du tout ce qu'il en est advenu, hein, ou ils l'ont fait disparaître, ou il a sûrement eu quelque chose de grave, puisque le lendemain, nous ne l'avons jamais revu, ce monsieur. Ils avaient réquisitionné la maison à Belle, la villa Belle, la grosse maison. Et il y a une fenêtre avec un rideau métallique qui s'ouvrait sur la rue, et là, ils distribuaient le repas aux Allemands qui étaient cantonnés par là. Et moi, je me rappelle, quand on était petits, on allait rôder là-bas pour demander des fois, on a eu un morceau de pain, un morceau de broute. Ils ont passé dans les maisons où il y avait une chambre de libre pour les officiers. Alors il y avait 2-3 officiers qui étaient logés dans... Je ne pouvais pas dire non, hein. C'était comme ça. Mais enfin, ils ont été corrects, hein. On peut pas. Les soldats, je ne sais pas où ils logeaient. Les lieutenants, ils étaient dans les... Alors le matin, l'ordonnance venait, il claquait des talons. Il y a des choses qui te marquent. Lieutenant. Et puis bon, alors l'ordonnance, il faisait des bricoles, il raccommodait, il faisait des... Ouais, c'était... à son officier, à son lieutenant. Puis le lieutenant, lui, je sais pas. Et les soldats, alors tous les matins, ils chantaient. Ils faisaient le tour du village en chantant Ali Allo, là. Voilà. Voilà. Les Allemands ne sont pas restés à Janeria pendant toute la guerre. Ils venaient, restaient quelques semaines, puis repartaient. Dans les campagnes, la faim et le déséquilibre économique amenaient une nouvelle délinquance. Les archives municipales font état de bandes autorisées par la milice et la Gestapo. On avait plus peur des gens qui profitaient de la guerre pour cambrioler ou pour voler du bétail, trucs comme ça. Je me rappelle la ferme de Jacquin, tu vois, elle est juste là. Et à l'époque, elle était isolée parce qu'il n'y avait pas tous les lotissements qu'il y a devant maintenant. Une nuit, Jacquin, il a tiré sur les gens qui le cambriolaient. Mon père entend péter avec des coups de fusil. Il a appelé Raymond. Allez, prends ton clairon. Et puis il est parti avec le clairon en jouant au feu. Alors bien sûr, ça a ramassé du monde. Il fallait être un peu fou d'être sur la route, là, parce qu'il y avait au moins une vingtaine de bonhommes, si les Allemands étaient passés à l'époque. Parce qu'ils étaient encore les maîtres à l'époque. Hein. Les voleurs comme ça, c'était des petites bandes de 3 ou 4 ou 5. Hein. Mais je pense que c'était les mêmes. Ils volaient une génisse aussi. Ils l'avaient tué au milieu d'une terre, là. Ils dépouillaient. Ils ont emmené ce qu'ils avaient envie, puis laissé le restant. C'est là que vous habitiez? Ah, et bien la voir, il était là.
non. D'avoir été là. Voilà. Louise Pessa a 86 ans. Elle a vécu son enfance et la guerre à Généria, mais elle n'était jamais revenue ici depuis 1948. De ce côté-là, face à la maison où elle a habité, on allait acheter des pêches. Les souvenirs reviennent. Je crois même que c'est là, ou un petit peu plus loin. Vous voyez le chose bleue là-bas. Et le maréchal Ferrand était juste voilà. D'ailleurs, on l'entendait le matin taper sur son cul. Ouais, peut-être. Moi, vous voyez comment je me rappelle? Il me réveillait le matin. Ses parents étaient juifs, arrivés de Turquie avant la guerre pour travailler à Pont-de-Cherruy, à l'usine voisine. Enfouie pendant plus de 70 ans, elle retrouve la mémoire douloureuse d'un incident, une arrestation par 2 faux miliciens, dont fort heureusement son père a réchappé. Il était ensanglanté. Il était humaniste, disons. Et après, on s'est rendu compte qu'on avait dû le tabasser parce qu'il avait 2 ponts en or. Là, tout le monde l'a connu comme ça. Et quand il est venu, il ne les avait plus. On a dû je sais pas. Bref, il est resté là, il nous a demandé de l'argent, il nous a demandé du tabac. Il n'y avait pas d'argent ni tabac. Ils sont repartis, ils nous ont dit, vous restez, on revient vous chercher. Et ils l'ont emmené. Quand le curé du petit village l'a su, c'est lui qui est allé le faire libérer. On n'avait pas de preuves. Ils étaient très amis, ils buvaient des petits coups ensemble, tous les deux, c'est vrai. Et quand il y avait une quête à faire, parce qu'ils faisaient une quête tous les dimanches, je crois, il allait de maison. En premier, il venait chez mon père, il venait goûter le vin de la vigne qui avait été planté, mais ils étaient très amis. Il y a Moïse Ah, que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. Si le danger existait à la campagne, s'il y a eu des rafles même dans les petites communes du nord de l'Isère, les risques étaient incontestablement plus grands en ville où les contrôles et la présence allemande étaient plus durs. Esther Altarak habitait à Lyon avec ses parents. Jeune juive originaire de Yougoslavie, elle avait 16 ans en 1943. On assistait à des tueries en pleine ville, en pleine rue. Quand on a notamment arrêté un groupe de juifs qui sortaient de la synagogue, ils sont allés boire un café. Les Allemands sont arrivés pour la rafle. Et l'un d'entre eux, qui arrivait et qui a eu peur, est parti en courant. Il serait parti tranquillement. Là, on lui a tiré dessus, et moi, j'étais dans le tram et j'ai assisté à ça. À 16 ans, à 16 ans, à 17 ans, j'ai assisté à un tabassage de résistants. Tout ça, ça peut pas laisser... Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. La pression nazie se faisant dramatiquement plus forte, il lui a fallu se cacher. À Généria, chemin de l'étang, Cyril et Franceline Rossa lui ont offert la protection d'un toit et d'une fausse identité, grâce à leur fils Roger, engagé dans un réseau de résistance. Pour survivre, Esther Altarak devenait alors Evelyne, Yolande, à Lyon. Monsieur Rossa, qui était tout à fait d'accord, a dit « Il y a quand même un problème. N'oublie pas qu'on court les mêmes risques qu'elle. Si on le sait, on part avec elle. » Madame Rossa a répondu « À quoi sert d'être croyant si on n'agit pas en conséquence ?» Quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que j'ai passé mes 15 jours de vacances chez Rossa. En 1991, Cyril et Franceline ont reçu la médaille de Juste entre les nations. Ils sont restés si discrets de cet acte généreux que personne à Généria n'en avait rien su. Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du 12 février 1990, la commission d'hommage au Juste des Nations
sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage à Cyril et Franceline Rossa, qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs persécutés pendant la période de la Shoah en Europe. Oh, il fallait pas. Il fallait pas, même c'est très gentil. J'adore les fleurs. Oh, c'est rien. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Personne n'en avait rien su, pas même Jean-Pierre et Marie, les arrière-petits-enfants de Cyril et Franceline. Émotion et bonheur ce jour de l'année 2015 où ils rencontrent Esther pour la première fois. Oui, je ne saurais pas dire exactement qui vous ressemblez, mais vous êtes de la famille. Je ressemble à ma mère. De Janeria, Esther garde le souvenir délicieux des fraises du jardin de Cyril et d'une générosité collective. J'ai chanté l'amour, j'ai chanté, y a de la joie, sans grande joie pourtant. Chantonnais donc un petit air à pleine voix, l'air fut étouffant. Désormais, quels seront donc les pauvres mots sur les chansons gaies que pour vous on invente? On osera placer et sans hésiter trop, pour ne pas me tromper, moi voilà ce que je chante. Tra la 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 la. J'allais à la messe parce que c'était sympathique, puis ça me faisait... Puis je disais pas Georgette. Et il y a eu un prêche, fait par le curé, qui disait à ses oreilles que on déportait. Oui, c'était quelque chose dans ces eaux-là qui déportait. Ben, lui aussi, je l'avais oublié. Tiens, ça me revient maintenant. Ça, je On connaissais pas. déportait, à cause de leur religion, on déportait des gens. Et qu'il faut que les portes soient ouvertes et les cœurs également, afin d'éviter des massacres. Petit à petit, dans les campagnes du nord de l'Isère, la résistance s'organisait. Le bataillon Rémy à Bourgoin, la compagnie Bonnet-Gonnet à Crémieux. Ils s'approvisionnaient par des actions coup de poing, s'emparant de 12 000 litres d'essence à l'usine Grammont de Pont-de-Chiruy, de centaines de paires de bottes à l'usine Pirelli. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Dans le secret des foyers, on écoute Radio Londres, on ose à peine imaginer une possible libération. Mon père écoutait la radio de temps en temps de Londres, dans le poste, tu sais, la caisse, là, en bois. Il y avait du tissu devant le haut-parleur, puis c'était découpé dans le bois. Et il écoutait Londres, et on avait recommandation de ne pas en parler, quoi, c'est évident. On savait que c'était pas légal par rapport aux lois de l'époque, quoi. En bas, la rade de Toulon, magnifique théâtre des opérations du débarquement de Provence, qui s'étendit de Cannes jusqu'ici. Dans la chaleur d'août, 2 mois après le débarquement de Normandie, l'étau se resserrait pour l'armée allemande. Le débarquement du 15 août est assuré par les Américains, essentiellement, qui aussitôt établissent une tête de pont entre les troupes débarquées sur les plages et les troupes qu'ils ont parachutées ou larguées par planeur dans l'arrière-pays, sur la Nationale 7, puisque l'objectif premier, c'est contrôler la Nationale 7, qui est la grande voie de pénétration vers la vallée du Rhône. C'est évidemment l'objectif, il n'est pas d'aller vers les Alpes, ça pas du tout, mais d'aller vers la vallée du Rhône. Bon, ça c'est le premier temps qui est réalisé avec un succès absolument inespéré.
La remontée vers le nord empruntait plusieurs chemins. Une division d'infanterie américaine suivait la Nationale 7, une autre rejoignait Grenoble par Sisteron. Les Allemands quittèrent de nuit la capitale de l'Isère ainsi libérée sans heurts. À Montélimar, en revanche, la bataille fut plus âpre. Il fallut 8 jours de combat pour faire plier l'armée d'Hitler. Ici et là, les FFI et les maquisards apportaient leur concours. Un peu plus haut, un régiment de jeunes aviateurs allemands fut missionné pour ralentir l'avancée des Américains à l'est de Lyon et permettre l'évacuation des armées du Reich vers l'Allemagne. À Generia, il faisait très chaud en cette fin d'été 1944. Les murs étaient bien noirs, les prunelles s'arrondissaient, la sécheresse avait brûlé les cultures. Décidément, ces années de guerre avaient été dures pour les récoltes. Dans les cours de ferme, le blé était rassemblé en meillards, parfois même déjà battu. Sur la route nationale ou dans les chemins et les bois à l'écart du village, on commençait à voir passer des résistants à visage découvert. Ils étaient avec des fusils de chasse et des machins. Ils ont croisé. J'ai su parce que c'est mon oncle Bionnet qui était en train de labourer là-bas à Chambois. Et puis il les a vus passer. Lui, il avait fait l'Afrique et tout le bazar. Il dit donc vous allez tous vous faire tuer, qu'il leur avait dit, avec vos trucs là. Parce qu'il leur a dit, les Allemands, ils sont là-haut. Hein. Les Allemands n'étaient pas méchants avec ceux qui... Septembre 84. Max Weinstein a fait partie de ceux-là. Il avait 16 ans à peine. Il venait de participer à l'insurrection de Villeurbanne, violemment réprimée par les Allemands. La rage au ventre, il partait avec des centaines d'autres résistants rejoindre des groupes de l'Isère, FFI et FTP, pour tenter ensemble de nouvelles batailles. Et nous, on s'est retrouvés dans un camion qui nous a emmenés à Poncherry. Et avec nous, il y avait une fille formidable, Mafalda Motti, c'était une Italienne, mais son nom de guerre, c'était Simone. Lieutenant, elle était lieutenant. Dans Carmagnole, elle était lieutenant. Mais moi, j'étais rien. Alors, elle m'a pris sous son aile. Sous son aile, elle avait une aile puissante. Parce que, c'est de l'anecdote, hein. J'avais une mitraillette que j'étais barré parti avec la mitraillette. Et il y a des gens là-bas sur place, à Poncherry surtout, qui voulaient me la prendre en disant oh, ce petit-là, qu'est-ce qu'il a besoin de ça, en quoi ça le concerne, etc. Elle s'est fâchée, et les types, ils sont partis la queue basse, hein, parce que c'était des gens qui s'étaient... Bon, c'était bien ce qu'ils avaient fait, ils avaient rejoint tout ça, mais c'était pas des résistants. C'était le 31 août 1944. Entre Generia et Pusignan, les maquisards attaquaient l'armée allemande, retranchée là-haut, sur les hauteurs de Moiffon. Je me rappelle, on avait un champ de maïs, parce qu'on les défaisait à la maison, bien sûr. Alors on était avec le tombereau, le cheval, tout ça, on ramassait. Par un coup, on entend les balles. Et ça tirait, c'était les FFI. Puis pas loin, à côté, il y avait le champ de maïs. Il y en a qui ont été tués sur la résistance. Dans les comptes rendus qui sont faits, ils disent qu'ils sont face à 1 millier d'Allemands. Bon, je ne sais pas s'il y avait 1 millier d'Allemands. Peut-être que là aussi, souvent on exagère pour montrer à la fois que c'était infaisable, ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'ils sont dans un premier temps canardés, et puis dans un deuxième temps, l'aviation allemande les bombarde. Hein. Et donc il y a 21 morts et une trentaine de blessés lors de ces affrontements de Pusignan. Et ils se replient, ceux qui restent se replient. Les couturiers, qui s'appellent Madame Violet, Mademoiselle Claire aussi, il y avait 2 ou 3 personnes qui ont soigné pas les Allemands, les FTP qui ont pu rescaper. Dans la soirée du 31 août, le vent s'était levé, un orage terrible s'abattait sur Generia. L'eau ruisselait dans les chemins et inondait les cours de ferme.
Une colonne allemande, venue de Pusignan, traversait le village dans la nuit pour rejoindre Pont-de-Chéruy, puis ils firent le chemin en sens inverse. Ils s'installaient au cœur de Janeria et se préparaient à affronter l'armée américaine qui arrivait du sud de la France. Ils sont venus nous dire, les Allemands, qu'il fallait faire Raoust, emmener les vaches et les chevaux dans les prés, parce qu'ils ont tout pris notre matériel et ils ont mis sur la route pour arrêter les Américains. Ils avaient mis la caisse de poudre et les cordons Big Four qui étaient tout reliés, ils allaient faire sauter, quoi. Ben, tu sais, ça avait bien plu la veille. Vraiment, ça va vraiment plu. Alors même le matin, je ne sais pas si j'étais à midi ou après-midi, je partais ramasser des champignons. Puis juste derrière la maison, vers le père Ponce, là, je rencontre le père Bernard, qui était de l'âge de mon père, qui était de l'autre siècle. Il me dit, où tu vas, Gonne, aux champignons, rentre vite chez toi. Les Américains sont à Pont-de-Chéruy et les Allemands à Pusignan, ça va péter. Alors, moi, je veux vite rentrer parce qu'on n'était pas courageux non plus. J'étais partie avec ma copine à côté, Claudette Nathan, et on avait des raisins qui mûrissaient dans le mois d'août. Et ils étaient bons, ils étaient très doux, bons. On part au raisin, on rencontre une dame en haut, Madame Grasso. Elle me dit, vous partez comme ça? Ben, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien dans Janeria. Elle me dit, elle ne savait pas trop quoi nous dire. Et on est parti. Et on arrive dans la vigne, des arbres qui coupaient sur la route, tout ça. Mais je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils font dans la rue du Château? Ils sont après couper des arbres. Les Allemands attendaient l'arrivée des Américains par la route de Pont-de-Chéruy. Mais ceux-ci avaient choisi de prendre l'armée allemande à revers en entrant dans Janeria par Saunieu. Peut-être avait-il été prévenu du guet-apens. Arrivés au hameau de Saint-Ours, les Alliés demandaient à une jeune fille d'aller au village en reconnaissance. L'air de rien, elle allait faire un tour dans Janeria. Elle fit le chemin en sens inverse et les informait de la présence d'une sentinelle postée à la croix, juste avant la route nationale. Il y avait 2 poteaux jumelés. Et l'Allemand était un peu plus loin, presque vers la croix. Et l'Américain, parce qu'il est venu, il y en a un qui est venu tout seul. Moi étant non engagé par la machine. Il est venu jusque derrière les 2 poteaux, et là, il l'a tué. En route, je vois plein de camions, des camions allemands. Ouh. Et puis j'en vois juste là, sous le gros arbre, sous le mûrier, la route, un gros arbre, je rentre, et puis à ce moment-là, pas longtemps après, hein, on a commencé à entendre des bruits d'obus. Oh. On a dit, mais qu'est-ce qui arrive? Puis elle me dit, oh, c'est des chasseurs qui s'amusent. Oh, je sais pas, hein. Et elle me dit, viens, on va dans la cabane, on risque rien. J'ai dit, non, 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 on s'en va, je vais pas dans la cabane. On avait une trouille bleue, les Allemands, ils cherchaient à se planquer partout, il y en avait dans les écuries, dans les poulaillers, il y avait de partout. Ils rentraient d'un côté de la maison, ils sortaient de l'autre. Moi, je sais que je pleurais, je disais, on va tous mourir, quoi. La maison va nous tomber sur la tête. Et les Allemands ils nous faisaient mettre dans un angle, ils disaient là, nix kaputt, nix kaputt. Et on voyait fumer dans le pays, dis donc. Oh là là, on voyait fumer, on entendait le bruit des bombes et tout. Il dit, le camion qui est là, il dit si il n'enlève pas, eh bien on va tous sauter, hein, il nous dit. C'était au début de l'après-midi du vendredi 1er septembre. Caves, porcheries, carottiers ou écuries,
Ici et là, les habitants se regroupaient pour se cacher et suivaient le déroulement de la bataille dans l'angle d'une lucarne ou la fente d'un soupirail. Tous les gens du centre du village, là, de ce secteur-là, ils étaient tous là. Ils étaient couchés là dans les pièces de ma grand-mère. Nous avions une porcherie et comme c'était donc en béton armé, disons qu'on se sentait entre guillemets un peu plus en sécurité. Mais enfin, nous avions un char allemand qui était là juste en face de chez nous, puisque là on a récupéré, on a même failli brûler, puisque il y a 2 obus qui ont traversé le toit de la maison là, et ça avait brûlé le plancher. La vieille maison où Gérard habitait, elles étaient en quinconce, les maisons. Il y avait une petite fenêtre et il aurait pu y avoir quelqu'un qui tire. Et eux, un coup de canon dans un tonneau de vin, boum, ça avait tout explosé dans la cave. Les vitres des chambres sont toutes tombées parce que les Américains tiraient dans les fenêtres. Et puis bon, ça a duré à peu près 2 heures, cette fusillade. Il y a un camion qui était passé, ça devait se bagarrer avec les FFI ou je sais pas quoi. Il y en a qui étaient en haut sur la colline, derrière le cimetière, là, qui tiraient en bas. Mon père était dans le jardin. Et lui, j'ai fait la guerre de 14, moi. Et il piochait dans son jardin. Mais à un moment donné, il a eu la trouille, il est quand même rentré à la maison. Ça sifflait autour, parce que paf, dans les maisons, lui, ça ne le dérangeait pas, il y avait le jardin à faire. Hein. Les Allemands qui étaient postés derrière ce mur, sur les hauteurs du cimetière, furent fauchés par une rafale de mitrailleuses. Les soldats du Reich étaient supérieurs en nombre, mais dotés d'un matériel insuffisant face aux blindés américains. C'était la déroute, ils levaient les bras, se rendaient. Il y a des Allemands, il y en a traversé un paquet dans la cour, qui couraient, ils se sauvaient. Ils arrivaient du village là-bas, et puis ils traversaient, puis ils repartaient, je pense, du côté des franchises là-bas. C'est pour ça qu'on a eu une trouille terrible. On voyait que des bottes, parce que par les soupiraux de la cave, on voyait que des pieds. Eh ben, ils ont tous traversé la cour. Alors on se disait, s'ils prennent envie de lancer une bombe par le trou de la cave, quoi, on ne branchait pas. Par centaines, ils fuyaient en voiture, en moto ou à pied, à travers les bois, les champs, du côté de Villette, de Pusignan. Dans le bois des franchises, ils abandonnaient voitures et sidecar. Plus tard, ils butèrent dans leur fuite sur un Rhône infranchissable. À Janeria, on trouvait ici ou là des soldats défaits. L'armée américaine fit 99 prisonniers. Les paysans, il y avait plein de petits paysans avec des meules. Eh ben, il y a un officier allemand qui a traversé derrière chez Rostin, là. Elle est allée direct chez ma grand-mère, qui était toute seule. Il a ouvert la porte. Et ma grand-mère était affolée, hein. Donc ils ont tiré, ma grand-mère elle a pris une balle là. Mais elle l'a juste effleuré, hein, à travers la vitre. Hein. Et lui il s'est mis sous le sommier de ma grand-mère. Donc ils l'ont vu, ils sont allés, ils l'ont arrêté. Mais quand ils l'ont arrêté, il est sorti de sous le lit, ils l'ont sorti, et l'officier il n'avait plus de galon. Il n'avait plus rien. Peut-être un an après, ma grand-mère me dit « Retourne le sommier ». On retourne le sommier, il y avait tous les galons et sa casquette. C'était une ferme ici, il y avait une grange, il y avait les vaches, les chevaux, tout ça. Et mon beau-père avait un commis, c'était un Polonais. Il y avait pas mal de Polonais qui étaient venus avant la guerre ici, je ne sais pas pourquoi. Il y avait pas mal de Polonais, enfin bon. Alors le gars, il monte au Fenil pour
Et à mesure qu'il a piqué, comme ça, il y a un Allemand qui a sauté qui est dans la cour, quoi. Puis je sais pas qui est-ce qu'il y avait ici. Alors c'était qui voulait le tuer. Donc, mon père a dit non, on tue pas quelqu'un comme ça. Il l'avait emmené avec les prisonniers, quoi. Les soldats allemands de ce régiment étaient pour la plupart très jeunes, 17 ou 18 ans à peine, tout juste enrôlés. Dans les jours qui avaient précédé, des sauf-conduits avaient été parachutés par les Alliés pour les inciter à se rendre. C'était presque un soulagement de tomber aux mains des Américains plutôt que des résistants de la dernière heure, parfois trop expéditifs. Quand ça a été à peu près calme, les gens sont sortis un peu de chez eux, et il y a un employé de la maison Niso qui est allé et il a vu cet Allemand tué avec des belles bottes toutes neuves. Il a dit c'est pas la peine de l'enterrer avec les bottes, il a récupéré les bottes. Dans la soirée de ce vendredi 1er septembre, les habitants sortaient de leurs cachettes, découvrant les camions calcinés auxquels les Allemands avaient mis le feu dans leur déroute. Pour les petits comme pour les grands, cette libération se vivait entre soulagement et joyeuse insouciance. Nous, on est allé jusqu'au bord du portail, là, pour voir quand même, un petit peu s'il n'y avait pas trop de dégâts. Il y avait un autre camion qui était arrêté plus haut, mais un camion de marchandises. Oh. Eh bien, il a été vite dédalisé, hein. Et il y en avait pareil sur la place aussi, et ils ont tous parti. Et la marchandise, il y en avait. Parce qu'il y avait c'était le repas de... C'était les Allemands, ils faisaient leur cambouc, ils partaient, ben, il y avait le camion qui suivait, quoi. Puis mon frère qui était fort, tu sais, mais il avait une caisse de 40 sur 40, pleine de boîtes déportées. Et hop, il a pris, hop, et le soir, ben, on a bien cassé la côte le soir. Mon frère, le dernier, était tout heureux de trouver des vêtements pour aller labourer. Il était habillé en officier, tout ça, il était content. Il avait trouvé des affaires. Et moi, j'étais montée et moi, j'avais trouvé le portefeuille. Toute une paye d'un régiment. Oh, il était épais comme ça, hein. Mais on était jeunes, on n'allait pas souvent en ville, on ne savait rien. Ma mère, elle dit, qu'est-ce que vous allez faire avec ces papiers-là, on n'y comprend rien. Bien sûr, hein. Bon, alors l'autre, il part labourer avec le lendemain, il était en officier, il était content, mais le soir, le pauvre, qu'est-ce qu'il n'avait pas attrapé? Eh bien, il avait attrapé les morpions. Finalement, l'uniforme a été brûlé et le portefeuille confié en pure perte à une vague connaissance qui promettait de changer les marques en francs et qui a disparu avec la commission. Ça n'a pas duré longtemps, la bataille. Après, ça brûlait. Mon frère était content parce qu'il était libre. Ce frère aîné était caché depuis plusieurs mois dans le grenier de la maison. Il s'était échappé du train qui l'emmenait en Allemagne, au STO, le service du travail obligatoire. Oui. Ça se soulève et on enlève. Et le lendemain, je me souviens que les paysans, ils avaient attelé les chevaux au camion pour les emmener, parce qu'il y en avait partout, des camions brûlés. Ils tiraient sur tout. Il y avait le camion qui était là, alors il y avait des munitions, ça potait. Et puis il y avait des cigarettes. Et la cour était inondée de cigarettes. C'est là où j'ai commencé avec mon frère. On avait ramassé des poignées de cigarettes qu'on avait cachées. Puis après, on a essayé de fumer des cigarettes. Mais bon, ça nous a fait vite malade, on a arrêté. Hein. Mais on ne pouvait pas marcher, la cour était complètement blanche de cigarettes. Hein. Du côté des Alliés, aucune victime. Pas un Américain, pas un Français n'a perdu la vie dans la bataille. Mais on comptera 6 morts allemands, enterrés dans l'urgence, puis inhumés plus dignement au cimetière militaire de Dagneux, quelques années plus tard. Après la bataille, on a sorti les drapeaux tricolores au passage de combattants triomphants, et les troupes américaines ont stationné quelques jours à Janeria. Il y en avait une dizaine qui sont venus veiller comme ça avec nous, discuter, tout ça. On parlait un petit peu de... On a parlé
avec les gestes, hein, parce que d'ailleurs il y a quelques personnes qui parlaient anglais, mais pour les comprendre c'est pas le même. Hein. Et puis bon, il y a un petit soldat américain qui nous avait donné son drapeau. Je l'ai pas gardé, j'ai toujours eu des regrets. Puis il venait chercher du lait chez nous. Puis un jour, un qui a dit à la mémé, à ma grand-mère, bon, un café, bon. Alors ma mère, elle ne savait pas ce que c'était. Alors ma grand-mère, elle lui dit à ma mère, je sais pas, il a dit que c'était à boire. C'était du café lyophilisé, quoi. Alors, bon, il disait bon, comme ça. Alors, ma mère, il a mis dans la cafetière, on a mis de l'eau dessus, on n'a plus rien retrouvé. Alors on a dit, mais je sais pas ce que c'est. Enfin, on a goûté, c'était bon, mais quand on avait trop mis d'eau par rapport au paquet de café, c'était pas très excitant, mais enfin, ça fait rien. Samedi matin, 2 septembre 1944, l'occupation était terminée. Il fallut attendre encore de longs mois avant de voir revenir les prisonniers de guerre. Avant d'oublier la peur, la faim, les restrictions et les tickets d'alimentation. Sur la place de Janeria, les platanes portent aujourd'hui encore la cicatrice des brûlures du 1er septembre 1944. Maintenant, la vie est belle. Hein? Oh, moi, quand j'entends plaindre aujourd'hui, je dis, mais par rapport à ce qu'on a vécu, mais c'est catastrophique. Plaindre, à manger, à boire, à tout ce que vous voulez, à vivre, à vous déplacer. Ils sont là, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Je pars tout à l'heure, je prends le train, le petit-fils là, prend le train, allez, Paris, 2 heures après il est à Paris. Et ils ne sont pas contents. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, tant pis. Hein. Oh, oui. Alors quand je leur raconte toutes nos histoires, là. Plus de 70 ans ont passé. Un jour d'hiver, Fanfan a retrouvé pour nous un savon de guerre, un appareil pour fabriquer les pâtes et les gestes d'un savoir-faire oublié. Né dans une famille de charrons, il s'est cerclé une roue en bois, de celle qui équipait charrette et char-à-banc. Au-delà de l'adresse des gestes d'autrefois, ce que Fanfan, Lulu, Claudette, Gaby, Esther et tous les autres témoins de cette époque ont surtout à nous transmettre, c'est une mémoire de cette tragédie, de l'occupation, d'un reflux des droits de l'homme, souffrance, humiliation, mais aussi courage, fierté et attachement à la liberté.